Et si l'Ukraine n'était pas seulement le théâtre d'une guerre classique, mais le laboratoire d'un nouveau conflit mondial? Sur plusieurs fronts à la fois, l'avancée méthodique des troupes russes révèle la lente désagrégation des défenses ukrainiennes. Mais au-delà de la ligne de feu, c'est toute l'ossature du pays qui vacille. Chaque jour, infrastructures vitales frappées, réseaux de ravitaillement sectionnés, énergie et carburant transformés en armes invisibles, mais terriblement efficaces. Dans l'ombre, la tension grimpe aussi sur la scène diplomatique. L'annulation soudaine de la rencontre attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'est pas un simple incident. C'est un signal. Cette rupture précède une avalanche de sanctions contre Moscou, aussitôt suivie de contre-mesures et d'une rhétorique de plus en plus belliqueuse au Kremlin. Le conflit ne se joue plus seulement dans les tranchées, mais dans un bras de fer mondial sans répit. Sous-estimer cette cascade d'événements, c'est risquer de manquer une mutation profonde. Non seulement celle de la sécurité européenne, mais aussi de l'équilibre économique mondial. Car l'enjeu dépasse désormais la question des frontières. Nous assistons peut-être à l'émergence d'une nouvelle guerre, où l'énergie, la diplomatie et l'information comptent autant que les canons. La véritable bataille d'Ukraine se joue-t-elle sous nos yeux, ou déjà ailleurs? Sommes-nous entrés sans retour dans une guerre d'usure totale, capable de bouleverser chaque foyer européen? Pour comprendre ce bouleversement, il faut décrypter les nouvelles stratégies employées et la façon dont chaque camp adapte ses priorités. C'est dans ces choix que se dessinent les lignes du prochain ordre mondial. La carte du front évolue chaque jour, mais ce sont les ramifications invisibles qui pèsent le plus sur la suite du conflit. Pour saisir la réalité de la guerre en Ukraine, il faut d'abord tourner le regard vers le sud, dans la région de Zaporijia. Là, les forces russes ont franchi le fleuve Yanchour, longtemps vu comme une barrière infranchissable. Elles s'enracinent désormais bien au-delà de la rive, installant de nouvelles lignes fortifiées et repoussant les défenses ukrainiennes. Cette avancée n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une offensive planifiée, lancée il y a seulement quelques semaines, mais qui bouleverse déjà l'équilibre du front. L'armée ukrainienne paie aujourd'hui le prix de ses choix stratégiques faits durant l'été. Pour éviter l'effondrement au nord, elle a éparpillé ses meilleures unités, affaiblissant ainsi le sud. Les Russes ont exploité cette faille avec une précision implacable, frappant là où les lignes étaient les plus fragiles. Résultat, l'Ukraine fait face à un dilemme critique. Doit-elle tenir la ligne entre Yanchour et Gaïtchour, au risque d'être encerclée, ou battre en retraite et perdre des points névralgiques comme Gouliaï-Polier? Les succès tactiques russes se multiplient. Percée à Malaya-Tokmatchka, prise de Pavlovka, progression vers Privolnoye. Sur plusieurs secteurs, l'avance se chiffre en plusieurs kilomètres. Kiev doit lancer des contre-attaques précipitées, souvent inefficaces. Autour de Pavlovka, plusieurs assauts ukrainiens ont été repoussés en une seule journée, sans parvenir à inverser la dynamique. Ce qui frappe, c'est la méthode russe. Les attaques sont coordonnées, souvent lancées simultanément depuis plusieurs directions pour saturer la défense adverse. Les Russes emploient massivement des bombes guidées, capables de frapper les arrières avec une précision redoutable. Cela prive les troupes ukrainiennes de renforts et de munitions, tout en coupant les routes d'approvisionnement. L'objectif? Isoler les garnisons et rendre la position ukrainienne insoutenable sur la durée. Pour illustrer l'efficacité de cette méthode, il suffit de rappeler le siège de Marioupol au printemps 2022. Là, les forces russes avaient déjà employé une stratégie similaire, encerclant la ville, coupant eau, électricité et communication, avant de lancer l'assaut final. En quelques semaines, la résistance ukrainienne avait été brisée par l'épuisement plus que par des pertes directes. Ignorer cette stratégie méthodique, c'est risquer de ne pas voir venir l'effondrement progressif des défenses ukrainiennes. Ici, la guerre ne se joue pas uniquement à coups de missiles ou de blindés. Elle se décide par la patience, l'endurance et l'usure graduelle de l'adversaire. Or, c'est exactement le pari de l'état-major russe. La guerre d'usure rappelle les longs mois de la Première Guerre mondiale, lorsque les batailles de la Somme ou de Verdun se sont transformées en affrontements d'épuisement, chaque camp cherchant à user l'autre jusqu'à la rupture. Aujourd'hui, la technologie a changé, mais la logique reste la même, gagnée par la lassitude, la privation, le contrôle des flux vitaux.
Mais au-delà des cartes et des mouvements de troupes, un autre front, plus discret, se dessine déjà. Tandis que les projecteurs restent braqués sur les batailles, un nouveau type de guerre s'installe en coulisses. L'énergie et l'information deviennent des armes aussi puissantes que les chars. Quand la lumière disparaît, il ne s'agit pas d'un simple accident. C'est une tactique calculée, destinée à frapper le cœur de la résistance ukrainienne. Depuis plusieurs semaines, la Russie orchestre des frappes massives et méthodiques sur les réseaux énergétiques de l'Ukraine. Les centrales, les barrages, les lignes à haute tension tombent les uns après les autres, ciblés avec précision. En l'espace de quelques heures, des régions entières plongent dans l'obscurité. Les usines s'arrêtent net, les chaînes de production gèlent, les trains restent immobiles, et les quartiers s'éteignent comme des villes fantômes. L'économie s'enraye, la reprise semble hors de portée. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. La vague de frappe vise aussi la logistique militaire. Centres de production de drones, entrepôts, dépôts de munitions, tout est méthodiquement détruit. Chaque impact désorganise un peu plus la chaîne d'approvisionnement, affaiblissant la capacité de réaction rapide de l'armée ukrainienne. Dans cette urgence permanente, la population vit au rythme des coupures. Files interminables devant les générateurs, rationnement, ingénieurs mobilisés jour et nuit. La tension ne retombe jamais. L'incertitude s'installe, nuit après nuit. En hiver, l'effet est encore plus cruel. En 2023, plus de la moitié des ménages de Kiev ont vécu plus de 3 semaines sans chauffage stable, alors que les températures descendaient régulièrement sous zéro. À Odessa, des hôpitaux ont dû fonctionner uniquement grâce à des générateurs de secours, repoussant parfois des interventions non urgentes faute d'électricité suffisante. La pression est aussi psychologique. L'objectif ? User la résilience, installer la peur, forcer chacun à s'habituer au froid et à l'obscurité. Chaque nuit sans lumière mine la confiance en l'avenir. Sur le front, l'armée doit improviser avec des moyens réduits, radars sans alimentation, usines silencieuses, logistique vacillante. Si l'électricité venait à manquer durablement, l'Ukraine risque de perdre non seulement sa force militaire, mais aussi son souffle économique. Ici, couper le courant, c'est couper la vie. La Russie exploite cette arme jusqu'à la limite, consciente de sa puissance destructrice. À Kiev, il n'existe pas de solution miracle. Chaque réparation devient une course contre la montre, chaque rationnement met la cohésion nationale à l'épreuve. À présent, la bataille de l'énergie pèse autant que celle des chars ou de l'artillerie. Pourtant, ce duel ne se joue pas seulement sur le sol ukrainien. Dans l'ombre, diplomatie et alliances redessinent chaque jour les lignes de fracture d'un conflit qui dépasse largement le champ de bataille. Mais comment l'Ukraine et ses alliés tentent-ils de répondre à cette nouvelle guerre de l'énergie ? La suite révèle les stratégies et les dilemmes de l'autre camp. Le tempo diplomatique s'accélère soudainement, mais qui détient désormais l'avantage ? À mesure que l'équilibre militaire vacille, les capitales occidentales naviguent à vue, gagnées par le doute. Un signe ne trompe pas. La rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine, à Budapest, est annulée sans préavis. Dans la même foulée, une nouvelle vague de sanctions est déclenchée par les États-Unis et l'Union européenne contre Moscou. Certains y voient une coïncidence, mais beaucoup soupçonnent une manœuvre stratégique, révélant des tensions plus profondes qu'il n'y paraît. Du côté russe, le ton se durcit brutalement. Les illusions d'une issue diplomatique rapide s'évaporent. Les autorités martèlent désormais leur volonté d'aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Les discours officiels, relayés par les médias, ne parlent plus de compromis, mais de confrontation prolongée. La ligne dure est assumée publiquement, comme un avertissement à l'Occident. Face à cette posture, la réponse occidentale perd de sa clarté. D'un côté, on proclame un soutien indéfectible à l'Ukraine, la promesse d'une victoire inéluctable. Mais le ton change dans les médias américains, allemands, français. On parle désormais de pause stratégique. On évoque la possibilité d'un conflit long, sans issue rapide. Les certitudes s'effritent. L'opinion publique s'interroge sur la capacité de ces gouvernements à peser réellement sur le cours de la guerre. La Russie, de son côté, ne plie pas. Malgré des années de sanctions, elle a su adapter ses circuits économiques,
renforcer sa production intérieure, exploiter de nouveaux marchés. L'économie ne s'est pas effondrée. Elle affiche une résilience qui déroute les analystes occidentaux. Cette endurance nourrit la confiance du Kremlin dans un face-à-face prolongé avec l'Occident. Si l'on compare la situation actuelle à la guerre froide, on retrouve certains réflexes similaires. Les États-Unis et l'Union soviétique, dans les années 50 et 60, avaient multiplié sanctions, blocus et contre-alliances. Mais souvent, c'est la capacité d'adaptation des sociétés qui faisait la différence, plus que l'accumulation d'arsenaux militaires. Aujourd'hui, la Russie semble s'inspirer de cette leçon. Mais l'affrontement ne se joue pas seulement sur les champs de bataille ou dans les bilans économiques. C'est aussi une guerre des nerfs. Les sociétés occidentales subissent la fatigue, la hausse continue des prix de l'énergie, le brouillard informationnel. Les dirigeants jouent à leur crédit politique sur leur capacité à rassurer, à tenir la ligne, à éviter la fragmentation interne. La confiance collective devient une ressource aussi stratégique que le gaz ou l'acier. À titre d'exemple, en France, la hausse du prix du gaz et de l'électricité a contraint le gouvernement à débloquer plus de 15 milliards d'euros en aide d'urgence pour les ménages et les entreprises. En Allemagne, certaines usines chimiques ont réduit leur production, menaçant des milliers d'emplois. Ces difficultés ne sont plus de simples statistiques. Elles se vivent au quotidien, des supermarchés aux salles de classe. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer? Rien n'est tranché. La Russie parie sur la lassitude, la division de ses adversaires. L'Occident, lui, tente de préserver unité et espoir d'un retournement. Mais au cœur de cette épreuve, c'est la résilience politique et psychologique des sociétés qui décidera du résultat. Dans ce contexte mouvant, quelles leçons pouvons-nous tirer pour l'avenir? La prochaine étape du conflit ne se jouera pas uniquement sur le terrain militaire. Elle impliquera aussi notre capacité à anticiper, à comprendre et à s'adapter aux nouvelles règles du jeu géopolitique. Ce conflit bouleverse-t-il la définition même de la résilience nationale? Désormais, il est impossible de l'ignorer. La guerre moderne ne se limite plus au champ de bataille. Elle infiltre tout ce qui maintient une société en vie: énergie, chaîne logistique, cohésion psychologique, information. Les armées avancent ou reculent, certes, mais les plus grandes victoires se mesurent aussi à la capacité d'un pays à absorber les chocs, à maintenir ses lumières, ses usines et ses réseaux, tout en gardant sa population soudée face à la peur et aux mensonges. Aujourd'hui, la désinformation, la pression économique et la destruction ciblée d'infrastructures sont devenues des armes aussi redoutables que les missiles. Chaque citoyen, chaque entreprise, chaque institution devient une cible potentielle. Toute la société doit désormais apprendre à se défendre, et pas seulement les militaires. Dans ce nouvel environnement, seuls les États capables de s'adapter rapidement, de protéger leur autonomie énergétique, de relocaliser des industries stratégiques et de sécuriser leur réseau numérique pourront survivre et prospérer. Il ne suffit plus d'acquérir du matériel militaire. Il faut prévoir les crises, diversifier ses énergies, bâtir des stocks de sécurité et former la population à affronter l'incertitude. Prenons l'exemple de la Finlande, qui a renforcé son autonomie énergétique après la Seconde Guerre mondiale en développant le nucléaire civil et en diversifiant ses importations. Cette politique a permis au pays de traverser les crises pétrolières des années 70 sans effondrement économique. De même, Israël impose depuis des décennies des exercices de défense civile réguliers à sa population afin de garantir une réaction rapide en cas de crise majeure. Pour la population, cela exige d'être informée, d'exercer son esprit critique face à la propagande, de réclamer des politiques énergétiques solides et d'accepter parfois des changements temporaires pour préserver la sécurité de tous. La résilience devient un engagement collectif à la hauteur de la gravité du contexte international. Des initiatives locales existent déjà. En Pologne, des municipalités organisent des ateliers de formation à la gestion de crise, sensibilisant les habitants au risque de coupure d'électricité ou de désinformation. En Allemagne, des entreprises investissent dans des micro-réseaux électriques et des réserves de carburant, anticipant d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Ignorer ces réalités, c'est exposer son pays et sa propre vie à des failles majeures: pénurie, coupure, manipulation ou même chaos social.
La sécurité ne se limite plus aux frontières. Elle dépend d'une préparation globale face à des menaces hybrides et persistantes. Pourtant, chaque adaptation a un coût, et l'usure gagne peu à peu la société. Mais jusqu'où une nation peut-elle tenir sans céder? Être simple spectateur ou devenir acteur du nouvel échiquier mondial, c'est maintenant que tout se décide. Derrière les images de chars et de missiles, une transformation silencieuse et bien plus profonde s'accélère. La guerre en Ukraine ne se limite plus aux affrontements militaires. Désormais, l'endurance psychologique, la pression économique et la bataille énergétique dictent autant l'issue du conflit que les armes elles-mêmes. La Russie avance lentement, mais avec méthode, alternant pression sur le terrain, manœuvres diplomatiques et chantage sur le gaz. L'Occident et l'Europe, malgré leur soutien affiché à l'Ukraine, peinent à répondre sur tous les fronts. Les sanctions n'ont pas renversé l'élan russe. Au contraire, l'explosion des prix de l'énergie fragilise des millions de ménages européens et alimente une inflation persistante. Pour donner une idée de l'ampleur, rappelons qu'en 2022, le prix du gaz en Europe a été multiplié par plus de 4 en quelques mois, forçant certains pays comme la Hongrie à rationner l'électricité dans certaines régions rurales. En France, des entreprises sidérurgiques ont temporairement fermé leurs portes, faute de rentabilité. La guerre de l'information gagne aussi les réseaux sociaux, où la désinformation érode la confiance et brouille les repères. Chaque camp tente de fissurer la cohésion adverse, non seulement sur les lignes de front, mais jusque dans les rues et les parlements européens. Des campagnes de fausses nouvelles, semblables à celles menées pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, circulent massivement. Des rumeurs sur l'arrivée de troupes étrangères, des vidéos truquées, ou encore des alertes à la bombe fictive sèment le doute et la peur. La frontière entre réalité et manipulation se fait chaque jour plus floue. C'est une guerre d'usure totale, où le temps devient une arme à part entière. Moscou parie sur la lassitude des opinions publiques occidentales et sur la division politique en Europe. Si le conflit dure des mois, peut-être des années, qui craquera en premier? L'automne qui arrive pourrait sceller le sort de toute une génération. Pour se préparer à cette épreuve, certains experts recommandent de mettre en place des cellules de crise locales, de renforcer l'éducation aux médias dès le plus jeune âge et d'inciter les foyers à constituer des stocks d'urgence. Chaque étape, même modeste, contribue à renforcer la résilience collective. Se détourner de ces mutations, c'est choisir la vulnérabilité et l'impuissance. Comprendre les nouvelles règles du jeu, c'est s'armer face à la crise et préserver une chance d'influer sur l'avenir. Les pénuries d'énergie, l'envolée des prix du gaz, les débats sur la livraison d'armes, ces enjeux ne sont plus abstraits, ils frappent chaque foyer, chaque entreprise, chaque citoyen européen. Laisser passer ce moment, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire. Le monde de demain ne fait aucune pause. Il réclame vigilance, compréhension active et engagement. Il ne suffit plus de regarder, il faut questionner, débattre, agir. Car l'ordre mondial se construit ici et maintenant, et rester simple spectateur, c'est risquer de n'avoir aucun poids sur ce qui vient. Dans les semaines à venir, chaque décision, chaque prise de conscience, chaque débat comptera dans cette nouvelle bataille de l'endurance. Refuser la passivité, c'est déjà commencer à reprendre la main sur notre avenir commun. La question n'est plus de savoir si la guerre se transformera. Elle l'a déjà fait. Tout l'enjeu, désormais, est de s'adapter à ce monde nouveau, où la résilience, l'information et l'engagement collectif sont les véritables clés de la victoire et de la survie. Sommes-nous prêts à relever ce défi? L'avenir, lui, ne nous attendra pas.